Bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ah oui. Ça commence bien. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir répondu à cette proposition qui vous a été faite, de venir sous ces arbres, pour prendre la fraîcheur et l'ombre, bien sûr, et puis aussi pour écouter. J'espère que ce qui va vous être développé va vous paraître intéressant. Vous avez eu différents sujets, je me suis renseigné, très différents les uns des autres, ce qui est justement, bonjour, c'est ce qui est informateur. Vous pouvez vous mettre devant, hein? Oh, doucement. Et le sujet qui va nous intéresser cet après-midi, c'est de voir, à travers ce qu'on sait de l'histoire de Montfaucon, de voir les passages de, comment dirais-je, les passages philosophiques qui ont pu effectivement animer ces différentes personnes et bien sûr le souffle de celui sur lequel on compte tous, c'est-à-dire le souffle de l'esprit. Parce que l'esprit souffle, mais est-ce qu'on est toujours à l'écoute? Ce n'est pas toujours le cas. Vous êtes ici donc sur un terrain en 1815, je vous raconterai l'histoire de la maison après rapidement. En 1815, vous aviez les troupes serbo-croates qui campaient ici. Ce qui fait qu'en 1815, après la deuxième abdication, vous savez que Napoléon a abdiqué 2 fois, une première fois où il est parti sur le rocher de l'île d'Elbe, et puis après il est revenu. Ça nous a voulu 100 jours supplémentaires, des morts à plus en finir, et il a bien fallu qu'il procède à la deuxième abdication. Et la deuxième abdication nous a été un peu plus défavorable de traitement par ceux qu'on appelait les alliés. Ne les oubliez pas. Encore qu'ils ont maintenu l'entité géographique de la France. On n'a été amputé d'aucune province. Mais on a subi une occupation territoriale qui n'était pas prévue dans la première abdication et des indemnités beaucoup plus fortes à verser donc, aux alliés, à l'ennemi. Donc, vous me suivez là? Donc ça s'est traduit par une invasion de la France, une occupation du territoire. Et ici, c'était les Serbo-Croates qui étaient là, qui étaient commandés par le prince de Saxe-Cobourg. Et ces gens-là ont campé ici, et dans l'allée qui est derrière vous, a été célébré, à leur intention de ces soldats qui étaient orthodoxes, le culte orthodoxe a été célébré ici, à différentes reprises pendant le temps de l'occupation. Vous voyez qu'on est sur des territoires et on ne sait pas où on a les pieds en fait, une fois de plus. Cette maison est dans la famille, en ce qui nous concerne, depuis 1804. Elle a été achetée par des ancêtres de ma belle-mère, mais cette maison, cette propriété est beaucoup plus ancienne. Ça ne vous gêne pas quand je tourne la tête? Ce n'est pas toujours évident. Hein. Cette propriété est beaucoup plus ancienne. Elle est du XVIIIe siècle. Elle a abrité ici une famille qui s'appelait la famille Jamon. Cette famille Jamon, il y avait de nombreuses familles à Montfaucon comme ça. C'était une famille qu'on appelle de robes, c'est-à-dire des conseillers, des avocats, des juges, etc. Des gens du droit, en fait, qui étaient appelés à plaider, lorsqu'ils étaient avocats, au Parlement de Toulouse ou éventuellement à nos 2 cours de justice que nous avions ici à Montfaucon. Ne l'oubliez pas, on avait 2 cours de justice, dont le bailliage notamment, on y viendra. Cette famille Jamon, on y tient beaucoup parce qu'elle est à l'origine des grimères de Notre-Dame. Le lien est direct. C'est un membre de cette famille, je pense que ça vous intéresse, hein. C'est un membre de cette famille qui a été curé constitutionnel, donc jureur, sous la Révolution, d'une des 2 paroisses de Saint-Chamond, la paroisse Notre-Dame. Et à Saint-Chamond, il y avait à l'époque un château absolument splendide, remarquable, sur la colline Saint-Edmond. Toutes les fois que je passe, je pleure, moi. Enfin, on passe moins maintenant, puisque l'autoroute passe de l'autre côté. Mais je pleure parce que c'est un château qui ressemblait un peu à Grignan. Grignan, vous l'avez tous dans les yeux un peu. C'est un château en terrasse, hein, c'était un château pas très haut, château 17e, 16e, 17e, avec sous la terrasse un édifice religieux. À Grignan, c'est l'église paroissiale qui est sous la terrasse du château.
vous l'avez peut-être remarqué, là où sont gardées les cendres de Madame de Grignan et je ne sais pas qui. À Saint-Chamond, c'était une collégiale, la collégiale Saint-Jean-Baptiste, qui était dans la pente de la colline Saint-Edmond et qui était sous les terrasses du château. Tout ça a été saccagé, a été détruit au moment de la période révolutionnaire. Mais il y avait cet abbé Jamon, qui était un ancien jésuite, un homme instruit, un homme de lettres. Et que vous dire d'autre, les jésuites n'étaient plus autorisés à l'époque. Donc il était revenu à un clergé diocésain, un clergé de paroisse, pour parler simple. Et donc, étant en poste à Saint-Chamond, il connaissait le château, il connaissait les intérieurs et il avait repéré cette collection des Grimert. Ce qui fait, quand il y a eu les vandalisations suivies par les ventes de ce qui restait, eh bien, il a récupéré, là tu le payais ou pas payé, on s'en fout, il a récupéré, ben oui, c'est pas l'important, il a récupéré ces 12 tableaux qu'ensuite il va ramener à Montfaucon. Parce que Robespierre va arriver. Et Robespierre, c'est la fin des deux églises. Les deux églises sont persécutées, comme l'église réfractaire, qui l'est depuis longtemps, et même les prêtres jureurs. On abat complètement la présence du culte chrétien. On vénère la déesse de la raison. On vénère la déesse de la raison, comme je dis, au moment où on était en train de la perdre, en fait. On déplafonnait complètement. Donc, la Convention, à travers les arrêtés de Robespierre demande aux prêtres de quitter leur paroisse, on les chasse, et de retourner dans leur paroisse d'origine, leur pays d'origine. Et oui, parce que c'est pour pouvoir les surveiller. Si on les avait laissés libres, ils se seraient fondus dans une ville comme Lyon, on ne les aurait jamais retrouvés. Alors que là, il arrive à Saint-Chamond, il arrive à Montfaucon au mois d'avril, il se présente à la municipalité, il donne c'est la loi qui l'obligeait, n'oubliez pas, il donne ses lettres de prêtrise, il se déprétrise donc, et il a 6 tableaux d'un côté, 6 de l'autre. Qu'est-ce que j'en fais? Alors Jamon propose de les déposer dans ce qui était à l'époque la chapelle de Notre-Dame, mais qui avait été désaffectée, bien sûr, qui était devenu un lieu de réunion publique, et notamment du corps électoral, parce qu'à un moment, on s'est mis à faire des élections, mais un peu censitaires quand même, tout le monde n'avait pas le droit de voter. Donc cette salle, cette ancienne chapelle, qui était un lieu public, eh bien Jamon a dû dire, regardez, c'est beau, ces tableaux, il y a des travaux agricoles, hein, c'est Rousseau, quoi. Enfin, on peut faire une présentation purement laïque des tableaux. Enfin, et donc il a obtenu gain de cause. Il avait mis, ça a disparu, il avait mis sur les tableaux, d'une part, les mois révolutionnaires, et d'autre part, il avait mis les couleurs révolutionnaires, c'est-à-dire le bleu, blanc, rouge, il avait fait une bande qui entourait les cadres, en fait, sur le cadre. Ça a été repeint en bordeaux par-dessus. Tout ça, certainement, pour les sauver. Ça ne veut pas dire que Jamon, probablement, comme beaucoup de gens de l'époque, il était... Je dis, moi, le premier révolutionnaire, c'est le roi. Mais il ne peut pas faire de révolution. Il ne peut pas faire de réforme. Parce qu'il a eu l'idiotie de rappeler les parlements, après la mort de Louis XV, et les parlements, comme le Conseil constitutionnel aujourd'hui, les parlements lui barrent, l'empêchent de faire des réformes. Et c'est pour ça qu'on est allé à la convocation donc, des États généraux. Donc, il a sauvé ces tableaux. Par exemple, vous avez 2 orgues actuellement dans 2 églises en France qui sont très anciens, très historiques. C'est Saint-Sulpice à Paris et les orgues de la cathédrale d'Uzès dans le sud, dans le Gard. Quand les casseurs, parce que les casseurs, c'est toujours ceux d'à côté. On ne cassait jamais nous chez soi. C'était tellement mieux d'aller casser le voisin, de voir si les armoiries étaient bien frappées, tout ça. Donc, lorsque les casseurs à Uzès ou à Saint-Sulpice sont rentrés dans l'église pour tout casser, eh bien l'organiste était au clavier, et ils ont sauvé les instruments comme ça. Vous vous rendez compte? D'un geste, d'un rien, on accomplissait des œuvres importantes. Donc cette maison était la maison de la famille Jamon, dont celui qui a donné les Grimert en était propriétaire dans le partage de ses parents, une grande famille, ils étaient nombreux. Et à sa mort, en 1804, donc un ancêtre de ma belle-mère l'a acheté, et depuis la famille est ici. Alors,
ce que je vous propose, c'est qu'on va grignoter l'histoire de Montfaucon, prendre quelques exemples, quelques personnages qui ont passé ou qui ont vécu ici et l'illustrer un peu. C'est une formule qui vous convient? Alors, on va commencer par ce qu'on appelle, parce qu'il faut le savoir, vous êtes des gens instruits, intelligents, à la recherche, donc ça, il faut que vous le sachiez. On va commencer en 1293. En 1293, Montfaucon a un seigneur, quelle horreur! Quand on sort de l'enseignement des livres d'histoire de la Troisième République, c'est affreux, un seigneur. Le seigneur, en fait, c'est la puissance publique, c'est rien d'autre. Il n'a pas un pouce foncier, il ne possède pratiquement rien, quelques droits, c'est tout. Donc, il est la puissance publique. On a un seigneur qui appartient à la famille de Retourtour. Et Philippe le Bel, on le connaît bien celui-là, un drôle d'oiseau, hein, s'intéresse à Montfaucon, parce que Montfaucon, j'aurais dû commencer par là, est un carrefour routier très important. L'axe Le Puy, le Tracol, Serrières et Vienne, donc c'est un axe qui est gallo-romain certainement, et qui a toujours existé à travers l'histoire. La transversale, par contre, des monts des Cévennes en direction de la Loire, s'est fait jusqu'au XIXe siècle en bande muletière. Au XVIIIe siècle, vous avez des familles de Montfaucon, dont je n'aurai pas les noms, parce qu'elles sont bien connues aujourd'hui, qui étaient propriétaires de compagnies muletières, qui avaient donc du personnel, qui avaient 20 ou 30 mulets, et qui participaient à ce transport de marchandises. Parce que la marchandise remontait de Beaucaire. La grande foire de la région ici, la foire internationale, elle se passait à Beaucaire, dans la vallée du Rhône. Il se traitait à Beaucaire, en 15 jours, le chiffre d'affaires du port de Marseille en un an. Vous vous rendez compte? Inimaginable. Elle se tenait en dehors des remparts, entre les remparts et le Rhône, il y a une grande salle d'arbres, et c'est là que la foire se tenait. Ensuite, ces marchandises étaient ventilées et remontaient dans les directions qui étaient souhaitées, quoi. Donc la vallée du Rhône, bien sûr, mais si vous vouliez aller sur le centre de la France, Orléans, l'Allier, le Bourbonnais, eh bien, il fallait quand même traverser les Cévennes assez rapidement pour ensuite suivre un autre cours d'eau qui est la Loire ici en bas. Donc c'est le deuxième axe. Et si le premier axe, donc Serrières, le Tracol, Vienne, le Puy, vous savez, de ville épiscopale à ville épiscopale, les chemins ont toujours été gardés. De ville de pouvoir à ville de pouvoir. Hein. C'est les tracés romains et gallo-romains. Bon, les transversales, elles disparaîtront. Donc les compagnies muletières disparaîtront avec le chemin de fer et ensuite avec les départementales qui seront tracées. Donc Philippe le Bel a un œil sur Montfaucon. Brillant de Retourtour, c'est joli comme prénom, Brillant. Vous vous rendez compte, on trouve que les prénoms sont tordus aujourd'hui, mais alors il y a des fois, quand vous prenez l'histoire à témoin, ben c'est salé. Brillant de Retourtour se voit invité par le roi à lui céder la moitié de sa seigneurie. C'est ce qu'on appelle un paréage. C'est-à-dire, vous n'avez pas un seigneur, c'est déjà... Vous en aviez deux sur les reins. C'était terrible en fait, c'était affreux. Mais ces gens-là avaient quand même, ça a continué jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais ces gens-là quand même avaient l'intelligence qu'un des deux habitait Montfaucon. Ça a été les Dallès, la Bruyère, Dallès, etc. et bien d'autres familles. Donc il y en a toujours eu un qui faisait l'interlocuteur local. Donc il a demandé à Retourtour de faire un acte, il l'a payé, les délimitations sont bien connues, assez proches de la commune actuelle. Et ce qui est très curieux, il y avait un quartier de Saint-Didier-en-Velay qui marchait avec. Un quartier de Saint-Didier qui appartenait à Montfaucon, allez savoir. Et là où je voulais en venir, c'est que, c'est vrai, quand on sort de l'histoire qu'on nous a enseignée au primaire, pas ceux qui sont dans des stratosphères plus hautes, ils savent, ils connaissent la vraie histoire. Et qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça a dû être dur, qu'est-ce qu'ils ont dû batailler, nos ancêtres. On ne doit à peine leur laisser de quoi manger, de quoi vivre, qui parle. Vous avez un paréage aujourd'hui, que vous connaissez tous et qui fonctionne très bien, où les gens sont très heureux et vivent comme vous et moi et réussissent éventuellement dans la vie. Quel est ce paréage? Vous le connaissez tous, mais vous n'y pensez pas. Vous y allez acheter vos appareils, oui. Pardon? Andorre. Oui, la principauté d'Andorre. C'est un paréage donc entre le roi de France, enfin
celui qui en est son successeur actuellement, est l'évêque d'Urgell. C'est un paréage, c'est ça un paréage, c'est rien d'autre. Il n'y a pas de quoi se taper le derrière par terre et dire mon Dieu, c'est complètement ridicule. Donc 1293, et ça s'est même passé le 9 octobre, vous voyez. Il y a un acte qui a été signé ici à Montfaucon, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors on va piocher comme ça un peu dans le passé. On a un acte assez ancien, et tous les Charles sont pas Charles V, Charles VI, Charles VII, ils sont tous passés par ici, parce que la route de Serrières-le-Puy, qui est un axe ancien, ça vous l'avez très bien compris, est à la fois l'axe sur le Rhône, et n'oubliez pas qu'autrefois, jusqu'à une époque récente, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les fleuves étaient les grands axes routiers. C'était les autoroutes de l'époque. Aujourd'hui, on n'y fait passer pas grand-chose. Quelques péniches de temps en temps. Mais autrefois, quand on descendait de Paris sur Lyon, on en faisait une grande partie sur la Saône, par exemple sur le fleuve. Ou quand on descendait... Il y a un personnage qui allait sur Beaucaire, du Puy sur Beaucaire. Il est passé par Montfaucon pour prendre le bac à Serrières, en fait. Il allait chercher le Rhône pour descendre ensuite sur Beaucaire. Ça, on l'oublie beaucoup. Alors, avançons un peu dans cette histoire. 1429, je fais un grand bond, j'aurais pu en faire un moins grand. Allez, le 24 mars 1434, Charles VII, on a le texte là. Charles VII a une délégation des habitants de Montfaucon, excusez-moi, qui viennent lui demander le rétablissement de leurs droits. Et oui, parce que nous avions des droits. Nous avions des droits, notamment on ne payait pas d'impôts. Hein, alors on ne peut pas vous enseigner ça aujourd'hui, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible, vous ne payez pas d'impôts. Ben oui, parce qu'en contrepartie, il fallait garder en état la cour de justice qui était là, le local de la prison, 2 ou 3 bricoles, un peu les remparts, que ça tienne un peu debout, quoi. Mais en contrepartie, le roi s'absteignait donc de percevoir donc la dîme, la taxe royale. Donc Charles VII a les habitants de Montfaucon qui viennent le voir et qui lui disent on a un problème, c'est que tout notre fonds d'archives a brûlé au moment de la guerre de 100 ans. On n'a plus d'actes, on n'a plus rien. Et le roi rétablit, donc redresse un acte en faisant état donc, des droits des habitants de Montfaucon, dont certains étaient antérieurs au paréage. Il semblerait que déjà Saint-Louis soit intéressé au pays, puisqu'il y avait mis une cour royale. Il y avait une cour royale ici, avant un bailliage. Donc, je passe. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 1429. 1429, ça ne vous dit rien, ou pas grand-chose, et je vous comprends, parce qu'il faut s'intéresser au sujet pour que ça dise quelque chose. C'est la guerre de 100 ans, et c'est la mission de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc quitte donc Domremy en 1429 et pour aller chercher, donc connaissez tout l'épisode, convertir le roi, avoir une troupe, aller délivrer Orléans. Le problème d'Orléans, c'est que c'était le pont sur la Loire. C'est-à-dire à partir du moment où vous aviez la maîtrise du passage de la Loire, il y avait le risque de l'envahissement du sud du pays par les Anglais. Tant qu'ils étaient retenus, là ça allait, mais à condition que le siège d'Orléans soit levé. Et qu'est-ce qu'elle va faire en 1429 ? Jeanne d'Arc, eh bien, elle va mettre son expédition sous la protection de Notre-Dame du Puy. Elle envoie sa mère, Isabelle Romée, et ses 2 frères. Parce que le 25 mars 1429, il y a jubilé, c'est dans les premiers jubilés d'ailleurs, il y a jubilé au Puy. Et la mère Jeanne d'Arc et ses 2 frères sont passés ici, rue Notre-Dame, sont passés inévitablement à Montfaucon. C'est le chemin, c'est la route. Il n'est pas possible, c'est par voie fluviale. Et puis ensuite, donc la traversée des terres. Alors on va essayer d'avancer un tout petit peu. 1429, le 28 juin 1606, Henri IV serait passé ici aussi. Alors on le sait parce que vous savez que ce qui est absolument extraordinaire, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, la cour est itinérante. Donc la cour, elle est vagabonde. On se demande comment ces gens pouvaient administrer un pays en étant en déplacement tout le temps. Et ils le faisaient. Rappelez-vous Catherine de Médicis,
quand Henri II oui, est mort, de ce fameux duel, là, idiot, eh bien, elle s'est sentie fragilisée, ses enfants étaient en bas âge, elle a pris ses gosses et elle est partie pendant 2 ans à faire le tour de la France, à les faire connaître en fait, pour consolider leurs droits. Donc, j'en étais donc, oui, Henri IV, il est passé ici, donc comme on le sait, parce que comme il y avait cette administration en continu du royaume, du pays, les rois en déplacement dataient leurs actes ou leurs lettres du lieu où ils étaient. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'en 1606, le 28 juin, le brave Henri IV passait par ici. Merveilleux. Alors on continue. Bon, je passe en 1585, le 3 septembre, je passe rapidement, c'est la prise de Montfaucon par les Huguenots, hein, nos amis du Chambon, qui sont venus nous trucider quelques personnes, piller les maisons, bien sûr, nous secouer un peu pour vider nos tirelires. Et puis il y avait 5 ou 6 personnes, bourgeois évidemment, des gens du commerce qui étaient présents à Montfaucon. C'était un lieu de passage. Comme ils n'étaient pas chez eux, ils ne pouvaient pas donner grand-chose, donc ils les ont embarqués, ils les ont mis à rançon. Oui, mais c'est comme ça, c'était comme ça. Oui, oui. Donc 3 septembre 1585, prise de Montfaucon par les Huguenots. La ville sera délivrée quelques années après, donc par la Ligue. La Ligue, c'est-à-dire, on ne fait pas simple aujourd'hui, mais on ne faisait pas simple non plus autrefois. C'est le 3e parti au moment des guerres civiles qu'on a appelées des guerres de religion. Ce n'était pas des guerres de religion, la religion était un prétexte en fait. Les grands s'appuyaient, cherchaient à appuyer des droits en utilisant la religion, mais la religion n'avait rien à voir. C'est que le pouvoir était faible à la fin du XVIe siècle. Et quand un pouvoir est faible, c'est qu'il est à prendre. Alors vous aviez un tas de gens qui étaient intéressés, qui étaient derrière tout ça, et qui manipulaient donc les populations, qui les faisaient trucider entre elles. Donc vous aviez les réformés, vous aviez les ligueurs. Alors les ligueurs, c'était ceux, la ville du Puy est restée ligueuse jusqu'en 1605. C'était ceux qui étaient fidèles à la légitimité parce qu'ils ne croyaient pas à la conversion d'Henri IV. Vous avez tous appris à l'école la conversion. Oui, ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que c'était la 3e fois qu'ils se convertissaient. Alors ça fait beaucoup quand même. Quoi. On ne vous l'a pas dit ça. On ne vous le dira pas. On vous le dira pas. Donc, et le 3e parti, donc, qui suit le 3e parti, donc, qui était le parti des raisonnables, ceux qui disaient mais il faut arrêter. C'est le parti du roi, donc Henri IV celui-là. Il faut arrêter les massacres. Bon, c'est ce qui a été le plus dur d'ailleurs à respecter. 1754, Mandrin, le bien connu, passe à Montfaucon. Je ne sais pas s'il a vidé une caisse quelque part. Il y avait un grenier à sel ici. Il y avait un grenier à sel parce que, on le sait, parce que dans les actes de décès du XVIIe siècle, on n'a pas bien au-delà, hein, on parle des funérailles de la fille ou du gardien et du grenier à sel. Donc il y avait un grenier à sel. Ah, l'impôt du sel, mon Dieu, ce que ça a pu faire couler des sangs. L'impôt sur le sel, c'est la même chose que l'essence aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un prix purement taxé, qui n'est que de la taxe, hein, comme l'essence aujourd'hui. Si l'essence n'était pas volatile et s'il n'y avait pas des risques à le transporter, ça serait comme le sel, il y aurait une contrebande. Mais on ne peut pas le faire, c'est trop. Et le sel, c'était ça, c'est un prix fixé. Alors les agglomérations, les lieux habités, comme Montfaucon, recevaient, donc étaient forfaitairement imposés d'une quantité de sel qui ensuite était distribué à la population d'une façon imposée aussi. Vous êtes toute seule, ben vous aurez 10 kilos pour l'année, ça va vous suffire. Oh, vous vous cachez du monde chez vous, hein. Et voilà, c'est comme ça que les choses se pratiquaient. Donc, s'il y avait un grenier à sel, c'était la spécialité de Mandrin, c'était d'aller voir le gardien et de se faire donner les sous. Il ne payait pas les familles, mais il payait ceux qui levaient certains impôts. Bon.
Il n'avait peut-être pas obligatoirement tort. Enfin, c'est pas un exemple à suivre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? On est en train de... Bah si, pourquoi pas. On est en train de perdre notre paroisse actuellement. La paroisse de Montfaucon existe encore. Non, elle n'existe plus. La paroisse de Montfaucon a été créée en 1487. Elle a été créée par détachement de celle de Roucoule. Nous sommes ici en terre clunisienne. Nous sommes ici en terre clunisienne. Roucoule était un prieuré qui dépendait de Grazac. Et c'est Grazac qui nommait le curé de Roucoule, qui lui-même, donc par la suite, va nommer le curé. Mais alors, la vie religieuse prenant une certaine extension, les Montfauconais demandent à avoir leur indépendance paroissiale. Ils ne veulent pas aller tous les dimanches à Roucoule, ils ne veulent pas y aller pour les enterrements, ils ne veulent pas payer pour le presbytère qui ne les intéresse pas, ils veulent le leur. Donc la paroisse est créée en 1440, il y a toute une procédure qui est dans les archives de Cluny, donc elle est créée après une enquête, ça ne se fait pas comme ça, hein, ça dure des années. Hein. Et puis alors, donc le détachement est fait, donc elle est créée comme paroisse secondaire et le curé titulaire est celui de Roucoule. Mais il y a un problème, c'est qu'à travers tous les siècles, sur le principe c'est ça, mais en réalité le curé de Roucoule était en résidence à Montfaucon. Il ne résidait pas, oui, parce que la vie était plus... Personne de Roucoule. Je parle de l'époque, en 1487, la vie était plus intéressante, il y avait une société, il y avait du monde, elle était plus intéressante à Montfaucon. Donc, qu'à Roucoule, 1487. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne ferme pas la paroisse. Ouais. Alors, quelques personnages. Vous avez tous entendu parler de Lamartine. Vous vous rappelez peut-être même de certains poèmes. Il a écrit des choses en étant sur le lac du Bourget, je ne sais pas quoi. Oui, il plafonnait un peu. Lamartine, sa mère était Alice Desrois. Nous avons une ferme qui s'appelle Desrois. Alors, elle appartenait à une famille originaire de Montfaucon, mais à une branche qui avait quitté Montfaucon. Parce que la branche Desrois, elle, se continue à Montfaucon, indépendamment de celle qui est partie à Champagne. Alors sa mère est partie à Champagne-sur-Rhône, où il y a eu un mariage, un avocat ou un notaire, toujours se méfier des notaires. Hein. Mon genre de notaire. Et donc c'est une famille, et quand éclate la Révolution, la Grande Révolution bien sûr, avec un grand air, les parents de Lamartine sont au Palais Royal à Paris, ils gèrent les biens du duc d'Orléans. Donc c'est des familles qui sont parties, qui sont élevées, évidemment. Et cette Alice Desrois, donc qui sera sa mère, est bien la même famille que les Desrois d'ici de Montfaucon. Alors ces Desrois à Montfaucon ont donné notamment un chanoine à la cathédrale du Puy, qui a beaucoup écrit d'ailleurs. On écrivait autrefois. Maintenant, on écrit sur les claviers. On n'écrit plus rien. On ne laissera pas grand-chose. Hein. Donc, c'est cette famille Desrois. Ils avaient une maison au ruisseau en bas, au pied du... D'ailleurs, elle sera saccagée, je crois, par les Huguenots, là, au moment du siège de Montfaucon. Le hameau de... Oui, oui, mais ça vient de là. Alors, ça vient de là, voilà. On ne sait jamais, le problème est toujours le même, on ne sait jamais si c'est le hameau qui a donné son nom à la famille ou la famille au hameau. Toujours est-il que ça a dû leur appartenir. Donc ça, c'est notre ami Lamartine. Et il serait passé ici, à Montfaucon. J'avais noté l'adresse. Il y a Lafayette qui est passé. Il était déjà âgé, hein, en 1828. Alors les jeunes sont sortis des maisons, ils ont lancé des coups de pétard, un peu, ils ont fait du bruit. Ils devaient revenir du puits où il y avait eu des cérémonies, très probablement. On peut continuer par... bon, on a un tas de sujets. Hein. On peut continuer après Lamartine. Vous savez, en 1789, quand la Révolution éclate, il y a un état un peu des populations qui est demandé. Et on dit à l'époque qu'à Montfaucon, je le dis sans esprit social, hein, mais je témoigne du document historique, il y a un témoignage qui dit qu'il y a plus de 20 familles
qui étaient nobles ou qui vivaient noblement. C'est pareil, en fait. La noblesse, c'est la façon de vivre, en fait. C'est ça. Plus de 20 familles, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, c'est l'illustration de toute une époque qu'on a complètement perdu de vue. On ne peut pas se rendre compte aujourd'hui de ce que ça a pu être. C'est inimaginable. Alors, qu'est-ce qu'on parle de Morin? Vous voulez un petit peu du Morin? Alors, pendant la période révolutionnaire, il y a eu des choses absolument extraordinaires ici. On a beaucoup résisté. Montfaucon était célèbre également. Carrefour de chemin, je vous l'ai dit, était célèbre par ses foires. Donc jusqu'en 1940, il y avait 13 ou 14 foires par an. Il y avait plus d'une foire par mois. Ma belle-mère, qui est née en 1909, a compté 32 cafés. Tous les rez-de-chaussée, c'était des débits de boissons. Plus, non? Il y en a plus, à ton avis, que 32? Ça commence. Tous les pas de porte étaient des cafés. Eh bien oui, parce que quand il y a la foire, il y a la pâche. La pâche, non? Ah oui. La pâche, c'est la conclusion du marché, c'est le taper dans la main. Et ça se fait autour d'une bouteille et de 2 verres. Ça se fait pas au milieu de la place. La pâche. Donc 32 cafés. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est ce qui m'a inspiré. Oui, tout ça pour dire en fait qu'il y a une vitalité qui nous échappe complètement en fait. On voit un pays qui est charmant, mais qui est un peu endormi, qui est un peu... On peut même pas, on peut plus faire de la villégiature. L'agglomération est trop traversée par les routes, c'est impossible. Alors oui, toute cette structure en fait, toute cette structure a disparu. Maintenant, en marge de l'histoire, j'aurais pu commencer par ça. Vous avez compris que c'est le vrac complet. Hein. Alors ça permet de piocher, d'écouter un peu plus. Et puis... Donc quelles sont les grandes découvertes qui ont eu lieu autour de l'an 1000? Le premier, le ferrage des animaux. Vous rendez-vous compte que Jules César et ses copains et les autres ont conquis tout le bassin méditerranéen avec des chevaux qui n'étaient pas ferrés. Ils avaient des, vous savez, ils avaient des sortes de jambières qu'on attachait avec des lanières. Alors il devait falloir régulièrement faire la pause. Hein. Eh bien, il n'y avait pas de ferrage. Donc à partir du moment où vous ferrez les animaux, vous obtenez une production plus importante. Le collier du cheval, il s'est senti dégagé du côté de la gorge. C'est-à-dire qu'il tirait d'épaule et non plus à travers la gorge. Le joug des bœufs, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Ça nous paraît... Et pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école? Ils ont honte. Voilà. Donc ça s'est traduit par une grande explosion démographique, un grand développement de la civilisation et la construction de toutes nos cathédrales à travers la France et ailleurs. 11e, 12e, 13e siècle. Après, ça se recasse la gueule. Au 15e siècle, il pleut. Il fait froid. Les récoltes se font mal, se font pas. Ça, c'est autre chose. Et puis après, ça revient. Et puis à la fin du 17e, c'est pareil. Il fait froid. Le froid est là, rappelez-vous. Le verre de vin Louis XIV qui gelait sur sa table. On nous apprend ça à l'école. Hein. Ah, ça, on l'apprend. Bon, à mon avis, le domestique il avait dû y mettre un peu d'eau, je crois. Et puis après, ça se réchauffe au XVIIIe siècle. Ça se refroidit à la fin du XVIIIe siècle. Parce qu'il y a un volcan en Islande qui a la malheureuse idée de péter, qui trouble la météo pendant des mois, des années même, sur plusieurs années. En 1788, vous savez, c'est les tableaux où on voit Louis XVI qui donne l'aumône dans les chaumières, tout ça. La misère est complète, bien sûr. Le roi aussi il est dans la misère à sa façon, évidemment. La reine Marie-Antoinette fait venir à Versailles, pour Noël de 1788, fait venir à Versailles toutes les créations des derniers jouets de l'année. Elle fait mettre tout ça sur une table. Elle fait rentrer ses enfants. 88, elle en avait encore 3, oui. Le dauphin n'était pas mort. Elle fait rentrer les 3 enfants dans la salle et elle leur dit, vous voyez tout ça, ben vous n'aurez rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide. L'étymologie de Montfaucon. Un mont qui aurait appartenu à une famille Faucon. Il faut le voir un peu comme ça. Par contre, vous avez
Péchard, ici, le Croteil de l'autre côté. Vous avez deux éminences qui encadrent la pente sud où se trouve la ville de Montfaucon. Eh bien, c'est le même mot, mais dans deux langues différentes. Péchard, c'est le pêche, c'est de l'occitan. C'est-à-dire, c'est la hauteur. C'est la hauteur, un pêche, le puits, hein, la hauteur. Et le Croteil, c'est le cray. C'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Après, donc, de quoi on peut parler? Donc, Montfaucon est une... Alors, on ne sait pas depuis quand, ça a toujours... Parce qu'ici, nous sommes dans le sud de la France. Nous sommes des Occitans. On nous a rattachés à l'Auvergne, c'est une folie, ça. Une folie. Au point de vue civilisationnel, au point de vue mentalité, au point de vue de l'architecture, au point de vue tout, on est du sud, on est des Occitans. On a des façades colorées qu'on a remis en place au puits, d'ailleurs, actuellement. Alors qu'on a passé des années avec des façades ciment, c'était triste comme tout. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la ville de Montfaucon était donc administrée, non pas par un conseil municipal, et encore que, mais par des consuls. Les consuls étaient élus tous les ans au mois de septembre. On réunissait donc les contribuables, les chefs de famille, et on faisait une délibération. Les consuls sortants rendaient compte, et les consuls entrants, qui pouvaient être les mêmes d'ailleurs, souvent ça pouvait arriver, eh bien, étaient élus à ce moment-là pour un an, pas plus. Et dans le courant de l'année, ils géraient les affaires communes. Et dans le courant de l'année, s'il se passait quelque chose de grave, d'important, qui concernait, comme les Anglais disent, la communauté, eh bien à ce moment-là, on rappelait les chefs de famille pour délibérer avec eux. Et en plus, Montfaucon, alors pour une raison que j'ignore, c'est historique, ça se perd dans les brouillards, est couplé avec le monastier. C'est-à-dire tous les 4 ans, donc il y avait 8 villes qui étaient comme ça, couplées 2 par 2 en couple. Il y avait 8 villes qui tous les ans déléguaient, je dis bien déléguaient, parce qu'il faut le savoir, les institutions d'ancien régime, de l'ancienne France, ne sont pas étudiées ni enseignées. Si, quand vous arrivez en droit et encore. Donc ces couples par 2 de villes, nous avec le monastier, tous les 4 ans, on envoyait un délégué donc, aux États de la province. Parce que la province avait ses États, elle s'administrait, présidée par l'évêque du Puy. C'est une présidence de droit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de fait, quoi. On avait une assemblée provinciale, bien sûr. Elle s'est même, au moment des guerres religieuses, elle s'est même réunie ici à Montfaucon. L'assemblée de la province du diocèse du Puy. Hein. Donc on était couplés avec le monastier. Ça je ne sais pas pourquoi. Les autres villes, 2 par 2, donc il en manque 6 pour faire 8. Je ne me rappelle plus des noms. D'ailleurs, le monastier, je ne sais pas. Par contre, le premier consul de la ville du Puy, lui, était, et comment dirais-je, siégeait de droit et de fait, lui. C'est-à-dire que le Puy était couplé avec personne. On entendit souvent aussi à ce sujet le Montfaucon, bailliage secondaire du Velay. C'est faux. 1293, je vous l'ai dit tout à l'heure, le paréage a été créé, le bailliage a été créé. Au Puy, le bailliage n'a été créé qu'en 1305 ou 1306, plusieurs années après. Donc c'est nous qui avons l'antériorité sur le Puy. Et les 2 bailliages, c'est l'organisation de cette ancienne France, qui n'était pas idiote d'ailleurs, ces 2 bailliages n'en faisaient qu'un. En fait, il y a un bailliage du Puy, du Velay, oui, donc avec 2 sièges. C'est pour des questions climatiques. Parce qu'en hiver, surtout avec certains hivers, il était difficile d'aller défendre sa cause au Puy, parce que les chemins n'étaient pas franchissables. C'est pour ça que le bailliage de Montfaucon a été maintenu. Bon, ben là, je vous ai fait faire un beau tour. Hein. De quoi je peux vous parler? Donc en 1848. Alors, ce qui est intéressant en architecture actuellement à Montfaucon, bon, les tableaux, les grimères, bien sûr. Je n'y reviens pas. Vous savez que je ferai une présentation pour ceux qui voudront pour le week-end du patrimoine, le 20 et 21 septembre à venir. Ça sera vite là d'ailleurs. Je ferai une présentation sur 2 jours avec des rendez-vous fixés. Ce qui est intéressant à Montfaucon, c'est que vous avez l'église d'une part, donc c'est 19e, bien sûr, on va y venir, et la chapelle Notre-Dame. Et ces 2 édifices sont les témoignages des 2 façons au 19e siècle, comment on reconstruisait les églises après la Révolution.
C'est-à-dire, l'église paroissiale, elle est dans le style roman. C'est ce qu'on faisait dans les années 1830 et 1840. Alors que la chapelle, elle, c'est un très beau gothique du XIIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1870. Bon, ça ressort, mais un jour, ça ressortira. Quelqu'un va s'en apercevoir en disant, mais voilà, les exemples sont là. On n'a pas comme à certains endroits, comme à Morgard par exemple, plus tardivement, mais enfin c'est pareil, on a détruit le chœur pour faire un chœur plus grand, quoi. Ouais. Donc ici, nous, l'église n'était pas utilisable, parce que pendant toute la Révolution, on avait respecté ce que les décrets de la Convention demandaient, c'est-à-dire qu'on avait fouillé tous les caveaux pour sortir le salpêtre. Et oui, c'est l'administration. Hein. Ouais, ouais. On a quand même, pour sortir le salpêtre, pour l'armement. Et donc ça avait miné l'édifice. Il y a quand même à Montfaucon, c'était la loi aussi, une commission qui a été créée pour l'étenture de l'église et de la chapelle, enlever les fils d'or. Ah oui, bien sûr. Ouais, on a brûlé 2 tableaux ici. Là, qui était lié à Montfaucon est un peu connu avec Grimaire, mais il y a eu un peintre célèbre ici. Célèbre, ça peu célèbre, mais célèbre quand même. Il y a ses œuvres dans l'église de Tournon, dans la vallée du Rhône. Excusez-moi. C'est des rois. L'autre mot. Alors, aide-moi. L'autre ferme qui est plus loin après des rois. Robec, c'est ça. Très bien. C'est Robec, oui, Robec, qui se faisait appeler Robeco, d'ailleurs, ça faisait mieux. Donc, il a sévi ici dans la région, sur tout le massif, et vous avez ces œuvres qui actuellement sont dans l'église paroissiale de Tournon. Ici, il avait peint 2 tableaux. Il y en avait un dans l'église paroissiale qui représentait le jugement dernier. Ça nous attend tous. Hein. Et il y en avait un autre dans l'ancienne chapelle qui représentait l'Assomption. Alors, celui de l'ancienne chapelle, il l'avait peint suite à un vœu. Il avait pris un abcès. Je n'ai pas besoin de vous dire que les abcès, on n'aimait pas beaucoup ça à l'époque. Hein. Parce que d'abord, il n'y avait rien contre les infections. Donc les gens mouraient de septicémie assez rapidement. Et puis ensuite, l'abcès, c'était le souvenir de la peste surtout. Au Moyen-Âge, quand il y avait des épidémies de peste, au XVIIe siècle, il y en a une ici, et puis c'est pas le Moyen-Âge, eh bien, on construisait des cabanes là-bas au fin fond de la campagne, et on y logeait dedans des gens qu'on supposait malades. Hein? Alors quand c'est au mois de novembre ou décembre qu'il fait un foie de canard, si on vous met au milieu d'une maison en planche, c'est pas besoin de vous dire que ça ne dure pas longtemps. Donc, il avait peint ce tableau qui était à Notre-Dame, Robec, en remerciement. Il avait été exaucé, il avait guéri de cet abcès. Et donc l'autre, c'était le jugement dernier, qui était à l'église paroissiale. Les 2 tableaux ont été brûlés en 1793, sur les décrets de la Convention, c'est l'administration qui demande qu'on arrache tout, on enlève tout, faut tout au feu, machin. Alors, la municipalité, c'est drôle d'ailleurs, la municipalité décide, oui, le groupe responsable, si je pense, c'est quand même la municipalité. Pourquoi faut-il brûler ce tableau qui est dans l'église et qui représente un jugement dernier, qu'on voyait d'ailleurs après office en se tournant de l'autre côté, hein, comme viatique, après pour partir, réfléchir. Parce que les élus disent, parce que ça fait peur aux femmes enceintes. Je suis pas. Non, mais je comprends bien. Je vous prends un témoin. Parce que ça fait peur aux femmes enceintes. C'est pour ça qu'il fallait le brûler, il ne fallait pas garder ça. Eh oui. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'a plus de tableau. Plus rien. Voilà. Donc, après la Révolution, c'est l'ancienne chapelle qui va servir provisoirement d'église paroissiale. Et ensuite, donc, on reconstruit l'église. À cette occasion, on fout en l'air la chapelle des Pénitents, qui était au bout de la rue des Pénitents, à peu près là où il y a le cœur de l'église aujourd'hui. Hein, et on va leur donner l'autorisation de siéger dans l'ancienne chapelle Notre-Dame, parce qu'il faut bien mettre les pénitents quelque part. Hein. Il y avait une confrérie importante ici. Et après, on dit, dans les années 1870, quand on a eu fini d'un côté, on a reconstruit l'autre. Oui, c'était vétuste. Cette chapelle était vétuste.
C'était sordide, on ne pouvait pas garder ça. On a les factures, oui, les factures notamment de tous les artistes, les artisans, pareil, qui sont venus y travailler au XVIIe siècle dans cette chapelle. On a une vue, on a un dessin de l'intérieur du chœur, oui. Avec, il y avait un portique en colonnade et il y avait la statue dessous. Voilà. Alors est-ce que... Est-ce qu'on peut continuer? Je peux vous parler de Saint-François-Régis, si ça ne vous fatigue pas trop. Oui. Saint-François-Régis, c'est un personnage particulier, qui sort de l'ordinaire, évidemment. C'est un saint, évidemment. L'Église en a fait un saint. Elle ne pouvait pas moins faire. C'est quelqu'un qui dérange. Mais la sainteté, ça dérange toujours. Quand vous êtes quelque part et qu'on vous dites, vous inquiétez pas, c'est qu'il y a la sainteté qui est derrière. La sainteté, ça embarrasse, ça dérange. Rappelez-vous le curé d'Ars, les lettres qu'il recevait des paroissiens, des curés d'environ, un fous le camp, dégage, reste pas ici, tu nous casses les pieds. Ah oui. Ah non, mais... Donc Saint-François-Régis, c'est un jésuite. Au début du XVIIe, il naît en 1597 à Fontcouverte. C'est un petit village donc, qui est entre Narbonne et Carcassonne, au milieu des vignes. C'est merveilleux, c'est un pays du vin. Donc c'était quelqu'un qui était très joyeux et très gai d'ailleurs. À l'inverse, les statues sont horribles, surtout les statues du 19e. Celles du 18e, encore ça va. Mais celles du 19e, c'est affreux, c'est compassé, ça perd la foi. Ça. Et donc il va accélérer ses études, il veut la prêtrise, parce que ce qu'il ne supporte pas, bien sûr, c'est de voir les gens qui l'entourent, qui sont sortis un peu des chemins, quoi, il faut absolument qu'il les ramène dans le bon chemin, qu'il les ramène à l'église, qu'il les ramène à des pensées. Il ne cherche pas à convertir les protestants. Il y aura un cas, il y aura des cas, bien sûr, mais c'est pas ça. Il parle, il prêche, il parle, voilà. Et il arrive au puits, donc il est à Aubenas, enfin je ne vais pas vous raconter toute sa carrière. Il arrive au puits début octobre 1636, parce que le début octobre, c'est le début de l'année scolaire. Et il est appelé au puits parce que l'évêque du Puy, Monseigneur Juste de Tours, Juste de Serres, avait demandé donc aux supérieurs des jésuites du Puy de former une ou deux équipes de catéchistes, parce qu'il faut enseigner la population. La population est complètement déchristianisée. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien mieux. Hein. Non, mais c'est curieux. Donc, il faut enseigner les rudiments de la foi, bien sûr, mais les connaissances. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils sachent. C'est fini l'époque où, paf, t'enfonçais d'un coup de marteau. Il fallait comprendre. Donc, c'est au Puy que va se passer son activité de catéchiste. Donc, il va faire ça les dimanche matin, à l'église de Saint-Pierre-le-Monastier, ou carrément à l'église du collège qu'on est en train de finir de construire d'ailleurs. Hein. En train de finir de construire. Il parle, voilà. Il explique des choses simples. L'église est pleine. Vous savez, on l'écoute. L'église est pleine et il sait très bien que c'est ce que je vais faire moi, c'est que si je continue, je vais finir par vous lasser. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait jouer des intermèdes par des enfants, chanter des motets, vous voyez, des choses qui distraient. Oui, c'est une méthode, c'est des méthodes pédagogiques, en fait, toutes simples. Mais enfin, fallait-il y penser encore. Et à partir du mois de décembre, quand on entre dans le temps de l'Avent, il ne peut plus parler. Les églises lui sont interdites. Parce qu'à ce moment-là, il y a les grands prêcheurs diocésains, les prêcheurs officiels, qui prêchent pour le temps de Carême et le temps de l'Avent pour Noël. Alors c'est les effets de manche, et surtout, ils parlent grec et latin. Alors que Régis, on nous le dit dans les témoignages, les gens le disent, il parlait la langue, ça va vous faire dresser, vulgaire. Il parlait la langue du populaire. Donc, si vous voulez convertir, il faut mieux être compris. Donc c'est là, pendant ces deux périodes, de l'Avent de Noël et de Pâques, qui va se tourner, comme il n'a plus rien à faire, si j'ose dire, au Puy, qui va se tourner sur le rural. Alors il va venir soit dans des paroisses dont les prêtres sont copains avec lui, ça existe, hein, notamment le curé André à Marle, où il va venir dans des paroisses, ou ici, par exemple aussi, où il va venir dans des paroisses qui dépendent directement des jésuites.
Parce qu'à l'époque, beaucoup de paroisses relevaient des ordres religieux, en fait. Ça n'avait pas le même caractère qu'aujourd'hui. Donc c'est Montregard, c'est ça, à Saint-Jean-le-Paillet, bien sûr. Donc c'est comme ça qu'il va commencer. Et les fruits vont être tels qu'il va demander à son supérieur général, à Rome, à l'époque, hein, on correspondait en direct, ça ne posait aucun problème, donc de le libérer complètement. Et il dit, au puits, ils mangent du pain blanc, et les autres à la campagne, ils ont du pain noir à manger. Voulant dire, on ne s'occupe pas d'eux, en fait. Et c'est utile parce que la pression venant donc de nos frères et amis protestants est forte, en fait. Et eux, bien sûr, la langue vulgaire est adoptée il y a longtemps, donc les gens comprennent. Donc il faut pouvoir faire face, il faut répondre à la demande des personnes. Et sachez qu'à l'époque, il n'y a pas de diocèse, les prêtres ne sont pas formés, ils sont formés en 3 jours, hein, ils montent à l'autel, ils n'arrivent même pas à lire le livre, pas moi qui le dis, c'est l'abbé Aulagnier du Brignon qui dit ça. Non mais n'oubliez pas que les séminaires vont être créés qu'à la fin du XVIIe siècle, vers 1660, au puits, avec le Père Ollier et tout ça. Là. Donc c'est faible, quoi, c'est faiblard, quoi. Ils peuvent pas répondre quand même aux questions. Et c'est là donc où Saint-Régis s'inscrit et il obtient effectivement la dernière année de s'en occuper complètement, de faire que ça, et il va s'y tuer d'ailleurs. Il va s'y tuer. Alors, la grande convertie, bien sûr, c'est notre grand-mère, Louise de Romezin, une grand-mère. Et Louise de Romezin, c'est une fille, femme extraordinaire d'ailleurs, elle devait avoir 22 ans. Elle était à Marcoux, elle n'y habitait pas d'une façon permanente. Elle y faisait des passages, il fallait gérer la propriété, des trucs. Elle était veuve, elle avait perdu son mari et elle avait un petit enfant, 1 an, 2 ans il devait avoir. Et à Marcoux, vous savez, château, c'est pas des châteaux, c'est le train de vie de grosses fermes et puis c'est tout. Ces familles avaient avec eux un ménage, tu sais, qui faisait un peu la vaisselle, qui tirait les 3 vaches de la réserve. Les familles avaient une réserve, ce qu'on appelle. Tout le monde sait ce que c'est. Non. Ça se perd vite, les affaires. Hein. Oui. La réserve, quand vous aviez une grande propriété, enfin grande, ça peut passer pour être grand ici. Une propriété comme ça, le propriétaire se réservait toujours un prêt ou 2 pour avoir 3 vaches, sans lait, sans beurre, sans fromage. Hein, c'est ce qu'on appelle la réserve. Et donc, c'est ce ménage qui, lui, habitait constamment le château de Marcoux, s'occupait de ça, s'occupait de la cuisine, du ménage dans la maison, enfin, du bricole, quoi, faire la vaisselle. Et Louise Romezin s'aperçoit un soir, ça vous intéresse, je pense, hein, oui. Qu'ils sont en train de bâcler le boulot. Ces gens-là sont pressés, ils sentent qu'ils la pressent, en fait. Alors, elle leur dit, et qu'est-ce qui se passe? Alors ils répondent, le saint est là, on l'appelait comme ça. Le saint est là, il est à Morgard, le saint est à Morgard. Elle se dit, ça c'est une affaire papiste encore. Donc, dans la soirée, elle change ses vêtements pour pas qu'on trop la reconnaisse, et encore, et elle va à Morgard, elle l'entend. Elle l'entend. Et elle ne sera pas convertie là, hein, mais intéressée. Il va lui retenir son attention et elle va lui demander des entretiens, pour y voir plus clair certainement. Et c'est au cours de ces entretiens, effectivement, donc elle a témoigné, elle avait plus de 80 ans, en 1702, elle avait plus de 80 ans, il y avait encore des gens âgés. On vous raconte qu'on mourait, des bêtises. On vivait vieux ou jeune comme aujourd'hui, et puis c'est tout. Bêtises, ces trucs. Oui, il y avait un autre, quelqu'un de Montfaucon qui était en résidence à Yssingeaux, qui avait plus de 80 ans. Et en 1702, le tribunal qui enregistrait les dépositions a quitté le puits quand même. Il est venu à leur rencontre. Donc il a fait une session à Yssingeaux et ensuite il est venu à Monistrol pour écouter Louise de Romezin qui avait plus de 80 ans. Elle était chez sa fille, vers Notre-Dame de la Faille. Là. Elle était chez sa fille qui habitait là-bas. Elle est partie le matin donc, de ce coin. Elle est montée à Monistrol, elle a pris sa canne, elle a marché tout le long de la route. Et elle a parlé pendant 4 heures. 4 ou 6 heures, je ne me rappelle plus. Elle a parlé, pleuré pendant tout ce temps. Elle leur a tout raconté. Tout expliqué.
Comment elle avait été convertie? Elle disait, malgré que j'étais déjà convertie, je continuais de lui sortir mon argumentaire. Oui, bien sûr. Parce que c'était une des familles les plus en pointe du Chambon, ça. La famille de Célier. Et donc, oui, de Célier, c'était sa mère. Non, Romzin, oui, c'est ça, Romzin. Et donc, elle dit, moi, voilà, et elle ajoute, il n'a jamais rien dit qui ait pu me blesser. Jamais une parole plus haute que l'autre. Il m'écoutait et il souriait. Moi, je rajoute, il devait prier. Mais il m'écoutait et il souriait. Alors, elle est réformée, elle est protestante. Ce qui était difficile à comprendre pour elle, c'est la présence eucharistique dans l'hostie, la présence. Ouais. Et surtout que cette présence dure. Dans certains cultes protestants, ça y est, le temps de la célébration. Et elle dit, moi je trouve ça extraordinaire, elle dit c'est la façon dont il conduisait la messe, comme il célébrait. C'est son comportement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas le cas. C'est son comportement vis-à-vis du Saint-Sacrement qui m'a converti. Ce n'est pas tous les articles qu'il aurait pu sortir. C'est ça. Vous voyez comme quoi l'exemple dans la vie, l'exemple qu'on peut donner, c'est énorme. Voilà. Et donc, elle sera évidemment convertie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle était veuve. Et alors, nous, on l'admire beaucoup. Parce qu'on est là, c'est grâce à elle. Parce que, comment dirais-je, Régis savait que cette fille qui avait 22 ans, je suis repassé en puissance de mes pères et mères. Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez pas. Ça veut dire qu'elle était repassée sous l'autorité de ses parents. Elle avait perdu sa majorité. Le mariage l'avait émancipée, mais étant veuve, elle était repassée. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que sa conversion, elle n'aura pas duré longtemps. D'ailleurs, elle dit même qu'elle allait au Chambon et se cachait dans la campagne pour trouver des prêtres. Elle n'avait pas avoué à sa famille. Donc, c'est lui qui lui a proposé certainement un deuxième mariage. Voilà, un Debanne de Montregard, la famille de Montregard, un Debanne de Montregard, et dont descend donc toute la postérité que nous connaissons aujourd'hui, qui est nombreuse. Voilà, c'est grâce à lui, pour qu'elle reste dans sa conversion, parce que très certainement, elle n'y serait pas restée. Bon, ben, je crois qu'il atteint presque l'heure, hein. L'heure syndicale. Écoutez, j'ai essayé, c'est un peu à bride abattue, hein, comme ça. Très intéressant. Alors vous connaissez l'affaire, il rentre à la Louvet, il va faire une mission et il y meurt. Une pleurésie. Dans froid. Alors, est-ce que vous voulez qu'on rajoute? Vous avez des questions ou j'ai sûrement oublié des pans d'histoire importants? Pensez aux Serbo-Croates qui étaient là. Et en 1942, c'était les Allemands, hein, qui avançaient dans la zone sud. Ils ont foutu un pilier du portail en l'air pour pouvoir rentrer. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'ordres monastiques D'ordre monastique, alors c'est surtout après. Non, pas à l'époque. Pas à l'époque très très ancienne. Ouais. Mais par exemple, il y avait un couvent au Croteil, bien sûr. Donc, c'était un couvent de femmes de Bernardines. Ouais. Oui. Mais ça, ce sont des ordres qui sont créés ou amenés au XVIIe siècle dans le cadre de l'éducation des foules. On ne peut plus rester comme ça, quoi. Des ordres enseignants ou distribuant la charité, oui. Et après, on n'est pas à Cluny, ici, on n'a pas une grande abbaye, malheureusement. Il y a d'autres questions? Anne, tu penses à quelque chose, non? Les sœurs de la Croix. Hein? Les sœurs de la Croix. Les sœurs de la Croix, bien sûr, tout ça, oui, oui. À une époque plus récente, alors, les sœurs de Saint-François, qui ont été créées à Montfaucon, des tertiaires de Saint-François, oui, oui. À l'époque moderne, il y avait deux grands ordres ici. Parce que le couvent du Croteil a malheureusement été en mauvais état à la fin du XVIIIe siècle. Ils avaient subi un incendie vers 1570, 1580. Des sœurs sont mortes d'ailleurs. Ils s'en sont jamais relevés. Et à la Révolution, ils étaient prêts à être vendus. Il y a d'autres questions?
à propos de moi, Pardon? je découvre mon faucon. Excuse-moi. Depuis que je suis mariée, Oui. je découvre mon faucon. Bah, bien sûr. Et j'étais toujours très émue devant cette famille, ce culte pour Saint-François-Régis. Parce qu'il y a passé 2 mois entiers Ça ici. dure, ça a beaucoup duré. Oui, Dans chaque famille, il y avait un Saint-François-Régis. mais bien sûr. Il a passé 2 mois entiers ici. On va le louver où il a passé 8 jours pour mourir. Ici, le septembre, 1640, il était là. Parce qu'en fait, c'est la période où il a fait tout le coin du Pilan. Alors, il n'allait pas redescendre le soir au puits pour remonter après. Et ici, à Montfaucon, comme vous l'avez compris, il y avait une certaine société, oui, des gens, voilà. Donc il retrouvait des gens de son milieu, il retrouvait des gens avec qui il pouvait s'entretenir, enfin, il ne redescendait pas au puits. Et c'est là qu'il a fait Saint-Sauveur, le Pilat, tout ce coin. Oui. Et en partant d'ici, il partait, il rentrait, voilà, en étoile. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a cet attachement. Il s'est trouvé ici au moment où il y a une épidémie de peste qui se déclare, et il était en mission, donc il était là. Et il propose au curé, il lui dit, écoutez, laissez-moi faire, moi je vais m'en occuper des pestiférés, parce que ce qui tenait surtout à ce que les gens aient les sacrements, en fait. Ça, c'est pas d'en mettre un pansement, c'est que les gens aient les sacrements avant de mourir. Et il lui dit, même en supérieur du puits vous enverra, confirmera l'autorisation, tu parles. Et justement, les responsables de Montfaucon, le prêtre et les édiles, quoi, n'ont pas pris le risque. C'est là qu'ils l'ont envoyé sur le chemin de Morgard, parce qu'à Morgard, il y avait ses copains, il y avait d'autres jésuites qui étaient là-bas. Il retrouvait ses copains, les gens de son ordre. Et je pense qu'il a béni la foule, il a béni la ville, il l'a béni même d'ici d'ailleurs, mais là après, ça a été construit. Les témoins nous disent que... À Reynaud, il a béni, il y a la croix. Et oui, à la fin, quand il est parti. Quand il est parti, il a béni oui, il l'avait déjà béni. Les témoins nous disent, il faut toujours aller au témoignage. Moi, je suis un historien, donc c'est les textes et les actes, quand on peut les avoir et quand ils sont authentiques en plus. Les témoins nous disent qu'il entrait régulièrement dans la chapelle, il avait une grande vénération pour la Vierge. Il avait une plaque sur lui, sous sa soutane, avec une image qui était collée de la Vierge. Et il avait une grande vénération pour la Vierge, il rentrait régulièrement dans la chapelle. Et les témoins nous disent que quand l'oraison était finie, enfin, il poursuivait son oraison, il sortait de la chapelle, il montait sur la colline qui est derrière la chapelle. C'est chez nous, c'est ici qu'il montait. Et du bout de là-bas, de l'autre côté, si on faisait le tour, vous verriez qu'on a la vue sur la ville ancienne de Montfaucon, pas l'étendue d'aujourd'hui. Et il bénissait la ville régulièrement. Il l'a béni plusieurs fois. Le dernier mort ici est du mois de janvier, je crois, 1641. Après sa mort, oui. Il y a eu, en 3 mois, il y a eu 30 morts. 30 morts, j'ai fait un article dans le bulletin municipal là-dessus. Il y a eu 30 morts, ce qui représentait les décès d'un an, en fait. Donc il s'est bien passé quelque chose. Parce qu'on assimilait à la peste un tas de choses qu'on n'identifiait pas comme il faut d'une façon très exacte. On n'avait pas les connaissances scientifiques pour savoir si c'était la fièvre typhoïde ou je ne sais pas quoi. Voilà, on a enterré les gens dans les jardins. Là. On peut très bien retrouver des corps actuellement. Dans le village, oui, dans les jardins. On ne les touchait pas, surtout pas. Quand on ne les enfermait pas dans les baraques. Oui, oui. Regarde où je mets les pieds parce que les sangliers ont tous roulé. Quand il y avait les grandes foires. Pardon? Quand il y avait les grandes Oui. foires, est-ce qu'il y avait aussi des marchés au pesto à cette époque? De tout. C'était des vraies foires, des grandes foires importantes. Ce n'est pas les foires telles qu'on les voit aujourd'hui, qui sont des marchés un peu élargis. Par contre, si quelqu'un peut m'aider, là, je ne sais pas où les foires se tenaient. Elles ne pouvaient pas se tenir dans l'agglomération qui était trop étroite. Obligatoirement, il faut de l'eau, donc au ruisseau, j'en sais rien. En bas. Il faut de l'eau, parce qu'il y a... Ouais. Je ne sais pas où elles se tenaient. Vous aviez des foires en plein hiver, quand même. Le calendrier des foires, je l'ai publié dans le bulletin municipal. Tout était parcouru à pied, donc... Pardon? Toutes les distances étaient parcourues à pied. C'était... Toutes les distances étaient parcourues à pied. Oui, mais tout le monde marchait.
Donc les animaux aussi, ils arrivaient à pied. Ah, bah bien sûr, on s'est rentré à Paris ou ailleurs, des animaux vivants. Après, bien sûr, il y avait des périodes où on les engraissait un peu, parfois. On ne les consommait pas tout de suite, mais les animaux étaient transportés vivants. Absolument, oui, oui. C'est inimaginable, on ne se rend pas compte, c'est un autre monde. Ben, une couple de 20 ou 30 mulets, ça les transporte 30 tonnes, 40 tonnes, je sais rien. Et puis ils avaient leur trajet. Hein. On sait même comment les mulets étaient harnachés à Montfaucon. C'est les Tefray qui ont écrit ça. Dans le livre de Tefray. Il y a le harnachement des mulets eux-mêmes et du compagnon. Vous vous rendez compte? D'autres questions? Alors, une information importante, surtout ne partez pas tout de suite. D'abord, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on discute encore. On va vous offrir quelque chose à vous rafraîchir pour vous. J'en aurais bien besoin. Oui. Moi, je pense que tu as bonne connaissance pour savoir un peu sur des remparts. Oui. Voilà, au niveau de l'urbanisme, on dit que Montfaucon est fortifié. Oui, remparé. Voilà. Quand est-ce qu'on a changé C'est tombé en ruine. Mais vous savez, il y avait surtout deux tours. Il y avait une tour en bas, au cas de chemin, là. Alors celle-ci a survécu plus longtemps, c'était l'entrée de la ville. Là, vous étiez à l'extérieur. Hein. On a des textes sur Péchard, Lille, Montfaucon, près de Montfaucon. Donc, mettre dans l'esprit des gens de Montfaucon, n'est pas Montfaucon. Donc, vous aviez une tour en bas, où il y avait cet étranglement, là, c'était l'entrée de la ville, et une autre en face, plus haut, donc qui était vers le bureau de tabac par là. Et une grande rue qui n'était pas droite. Ça a été rectifié au 19. Elle faisait un coude, il y avait des coudes. On le faisait obligatoirement rentrer à Carcassonne. Vous n'aurez pas une rue droite qui va vous mener au château. C'était fait pour des questions militaires. Pas de rue droite. Ouais. Et donc, alors les rampes, donc ça, c'est les tours ont existé, bien sûr. Celle du bas, un peu plus longtemps, parce qu'elle avait un argument supérieur aux autres, c'est qu'elle portait l'horloge. Oui, important. Elle portait l'horloge. Celle du haut, elle a dû disparaître avant. Alors le reste, donc les grands fossés, oui, les petits fossés, c'est difficile de savoir, est-ce qu'il y avait un mur ou est-ce que c'était le rang de maison. Parce que c'était particulier dans le midi de la France, dans les villages perchés notamment, vous avez c'est souvent le rang de maison, peu ouvert, peu d'ouverture, qui faisait rempart. Et s'il y avait un problème, on bouchait les quelques ouvertures qu'il y avait. Ça posait pas. Alors je ne sais pas si vraiment les murs ont été construits. J'en suis pas sûr. On n'a pas de gravure de cette époque. Et le mur qui est vers l'église, d'ailleurs les remparts, Oui. est-ce que ça faisait partie justement de... L'église était dans l'alignement du rempart. C'est la cure, tout ça, sur les petits fossés. L'église était le clocher était en détachement. L'église ancienne, c'est tout. Ouais. Il y avait des relations entre Montfaucon et Cance. Oh, ben comme partout, je pense, avec les affaires, les marchés, tout ça, oui. Oui, oui en 1585, c'était un peu dur, mais enfin, des relations un peu brutales. C'est-à-dire que c'est un autre axe, hein, c'est la vallée du Lignon, en fait. Un autre axe. Enfin, alors ici, après, les produits partaient sur la Loire. Je pense que la rue de l'Aigre, la rue de l'Aigre, c'est la rue de la Loire. C'est le mot patois de la Loire. C'est son nom. L'autre tracé d'en bas, c'est le tracé du 19e. Est-ce qu'il y a des fours communales ici? Est-ce qu'il y a des fours Des fours à pain. communaux? Communaux, oui. Eh bien, pas à ma connaissance. Oui, oui. Pas à ma connaissance. Pas ici, non. Alors, est-ce que les maisons étaient dotées de fours? C'est possible. Qu'il y avait des fours personnels, alors. Mais
Je pense pas que j'ai jamais rencontré un emplacement qui aurait pu Oui, suggérer dans les l'existence villages. C'est rare, hein. d'un Ouais, parce que four. dans les villages, on les trouve. Pardon? Dans les villages, on trouve des fours Oui, mais ça c'est oui. communaux comme ça. Ici, il y avait des boulangers. Donc, pas besoin d'avoir de four. Par Il y avait contre, des l'hôpital, commerces. ce qui est l'ancien hôpital, tout le monde le situe un peu, ça c'est très ancien, mais en fait c'était modeste. Hein. À l'origine, c'était l'origine de la chapelle, l'ancienne chapelle évidemment. C'était la chapelle de l'hôpital, qui a servi donc, de lieu de culte pour la Vierge ensuite. Et cet hôpital, c'est une maison avec 2 pièces, 3 pièces, une pour les hommes, une pour les femmes. Parce qu'à l'époque, on ne mourait pas à l'hôpital, on mourait chez soi. On ne mettait pas les vieux à l'hôpital, ça ne se faisait pas. On les gardait avec soi. Il fait rire. Pardon? Le fameux François Régis, le fameux miracle des loups, vous en pensez quoi? C'est de la fabrication folklorique? Le miracle des loups. Il y a des gravures, François Régis aurait été dans la neige. Ah oui, mais alors là, voilà, c'est des le folklores. nouveau fest. Voilà. Parce qu'il y a des gravures C'est le qui ont 19e été. siècle. Voilà, c'est le 19e, c'est ça. C'est le moment On va en rajouter, mais il était 500 ça. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas utile, ça apprend rien. c'est de la communication. C'est de la pub. Oui, mais de l'époque. Oui, bah Du évidemment. 19e. Of course. Vraiment, ça veut. La campagne était habitée. Enfin, ça n'empêche pas qu'il s'est perdu quand même. Hein. Dernier soir, il m'a fait partir le matin, Sous la burle. tôt de la semaine, mercredi ou jeudi, pour arriver le soir à la Louvet. En plein mois de décembre, il faut le faire hein, quand même. Hein. Ils sont perdus vers le col du Rouvet. On n'a jamais su où ils sont arrivés. Et ils ont demandé l'hospitalité dans un hameau, l'hospitalité leur a été refusée. Enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque et voir comment les gens vivaient. Hein. Vous savez, c'était des chaumières plus que rustiques. Bon, lui, quand même, c'était un personnage qui était déjà connu. C'est là qu'il se réfugie dans ce hangar. En fait. Pas de lit de Saint-Régis. Il n'a jamais dormi dans un lit. Il dormait sur un banc, sur le plancher, sur le sol, les lits de Saint-Régis. Donc à Bronac, il y a le lit de Saint-Régis. À Bronac. Ah ben, vous le gardez bien. Voilà. On dit, hein. On dit, voilà. Donc c'est une. Il a dû dormir à côté. Voilà, il a dû dormir à côté. C'est un lit à rouleau, non Non, mais là, elle l'a loué aussi. Il n'a pas demandé l'hospitalité. Il n'est pas resté devant l'église de Saint-Bonnet le 3. Si. Alors, pas l'église. N'allez pas vous mettre à genoux aujourd'hui. Hein. C'est pas le bon endroit. Hein. L'église n'était pas là. Hein. Ah bon? Ah bon? Bon, mais Alors, je vais vous expliquer. Ça vous intéresse l'épisode? Dans ses missions, il a eu une mission à Saint-Bonnet-le-Froid. Il le jette dans la cure, dans le lit, pas dans le lit, j'en sais rien. Et la nuit, le curé entend marcher. Il dormait 3 heures par nuit d'ailleurs. Il dormait 3 heures par nuit. Il dormait pas plus. Le curé se lève, il le trouve dans la rue, devant la porte de l'église qui était fermée, en train de prier. Il lui dit, mais tu aurais dû me le dire, je t'aurais donné la clé, il y avait une communication intérieure, bien sûr. Alors, l'église à l'époque se trouvait au croisement de la route de Saint-Gilles-dans-les-Chabattes, chez le restaurant. C'est pour ça qu'ils trouvent plein d'ossements quand ils font des trous. Oui, il y avait le cimetière avec. Alors, n'allez pas vous mettre à genoux. À mon regard, il y a eu un cas à peu près semblable. On l'a trouvé à genoux. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui que les églises sont fermées. On s'en plaint. L'église était fermée. Parce que quand il arrivait quelque part, la première chose qu'il allait, il n'allait pas voir son copain pour boire un coup, il allait à la chapelle ou à l'église qui était là. Sa première visite, c'était le bon Dieu. À mon regard, l'église était fermée. Il s'est mis en prière devant la porte de l'église, il s'est mis à pleuvoir. Et c'est les gens du bourg sont allés le chercher, il râlait, il n'était pas content, qui l'ont enlevé dans sa prière et pour le mettre à l'abri. C'est vrai. Quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Mais bien sûr. Moi, ça m'intéresse aussi si vous pouvez nous dire quelques mots sur le culte à Notre-Dame de Montfaucon. Alors, Notre-Dame de Montfaucon,
la statue, elle est ni en bois ni en pierre. C'est les deux. Moi je l'ai vu, je l'ai même vu en pièces détachées, c'est le cadeau. Il y a un axe en bois qui monte depuis l'Atlantique en bas, un axe, une croix en bois, contre laquelle a été aggloméré un blocage en mortier, en mortaise. Donc on entend des fois des choses qui se racontent. Cette statue, d'après ce qu'on sait, ça aurait été, dans l'ancienne chapelle, ça aurait été une statue extérieure, qui était dans un angle. Ça ne peut pas être la statue actuelle, parce que dehors, elle ne survivrait pas longtemps. Enfin, peu importe. Et en 1720, il y a eu un retour de peste assez terrible. C'est ce qu'on appelle la peste de Marseille, en 1720. Ah oui, des choses sympathiques. La peste de Marseille, il y a eu un retour de peste terrible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, les autorités civiles étaient organisées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé la... Ça vient toujours par les bateaux, hein. C'est toujours pareil, le même problème. Et on sait même que le bateau, etc., un qui a dû enjamber la quarantaine, parce qu'on était en quarantaine. L'administration, ça a été simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous le savez peut-être, on a construit un mur. On a enfermé une partie de la Provence. Un mur en pierre, gardé par l'armée. Interdiction de sortir de Marseille et de sa région. Parce que le mur était loin, hein. Il n'était pas aux portes de Marseille. Interdiction. Ce qu'on appelle le mur de Marseille. Et ceci dit, le mur de la Peste du moins. Et ceci dit, en parenthèse, ça se visite. On a assez vite compris. Donc on a enfermé tout le pays. Un pays assez large. Et là, la maladie ne s'est pas répandue. Donc, en action de grâce, l'Église a demandé que les paroisses fassent quelque chose en remerciement. Et c'est là qu'on a eu l'idée donc de décrocher cette statue qui était dans un angle de la chapelle en façade, et on l'a processionné, on a le parcours de la procession, on l'a processionné dans tout le pays ici. C'est le pays de Montfaucon, les champs, les rues, partout. Et à ce moment-là, la statue a été rentrée et a été mise sur l'autel. Elle a été rentrée donc en 1720. Et comment on sait qu'il dormait que 3 heures par nuit? Par les témoignages. Par les témoignages. Mais ça pourrait Une nuit, parler de... Pardon? Ça pourrait exprimer qu'il était dans un état d'extase. Ah ben alors après, vous traduisez ce que vous voulez. Voilà, parce que c'est... Oui. Ben, Calvin dormait 3 heures par nuit. Hein. Ouais. Macron, il paraît aussi. Et Calvin, c'est différent, il avait un ulcère à l'estomac. C'est pour ça qu'il nous a fabriqué des protestants qui ont tout cassé. Pendant que Grimaire, il faisait des peintures. Grimaire était protestant. Hein. Oui. Il dormait 3 heures par nuit, il priait. Effrayant. 70 km. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, concernant, ça m'y fait penser ce que vous dites, votre réflexion, concernant Saint-François-Régis, il était, alors on vous raconte, autrefois on était petits, c'est pour ça que dans les châteaux les portes sont basses, mais c'est des âneries, c'est des questions militaires, ça ne va pas passer. Saint-Régis, il faisait 1m80, 1m90, très grand, très grand compas pour marcher. Un jour, il est au Chambon-sur-Lignon. Non. Donc, pardon. Il est allé au Chambon-sur-Lignon. Ah si, il y est passé. Et je vais vous raconter l'histoire. Non, il y est passé une nuit. Et il est avec son... Il se déplace toujours avec son socius, qu'on appelle. Un compagnon. Il marche jamais seul dans la campagne. Et le socius de l'époque, lui c'était un jeune bien sûr, mais il avait les pattes un peu plus courtes. Et puis il avait faim, c'était l'heure de la fin de la journée. Alors lui, il s'en fichait un peu de Paul, il mangeait rien, il mangeait pas, il se nourrissait pas. Alors il rentre dans une auberge. Des réformés, bien sûr. Non, il est accueilli normalement, il n'y a pas de problème. Il demande à l'aubergiste un lieu pour attendre, parce que, vous comprenez, il n'y a pas de congélateur à l'époque. Donc si vous voulez manger, il faut faire le repas. Il faut le temps que la cuisine se fasse. Donc pendant ce temps, il demande une pièce en étage, enfin, une pièce en étage ou ailleurs, un endroit où il peut se recueillir. Donc l'aubergiste lui indique une chambre à l'étage, un balcon qui fait le tour de la pièce, une chambre où il peut aller.
Il y va avec son socius, il rentre dans la pièce, il y avait 4 jeunes qui étaient là en train de jouer aux cartes. Ça. Ils jouaient aux cartes protestants, bien sûr. J'ai rien compris, bien au contraire. Et surtout, ce qu'ils avaient, vous ne le savez pas non plus, c'est le chapeau de Goudet. Goudet, dans la Loire, le recours de la Loire, qui est le pays de mes ancêtres, eh bien, a été à une époque connu pour le travail du feutre. Il faisait des chapeaux. Et il faisait notamment des grands chapeaux. Ça vous servait contre la pluie, la neige, le vent, contre tout. Et à l'église, vous pouviez vous y asseoir dessus. Donc ils avaient que le chapeau que tout le monde avait. Ils jouaient aux cartes, vous voyez bien les chapeaux baissés, ils avaient qu'à voir. Régis va dans un coin de la pièce, il se recueille, il rentre en prière, et les autres, que je t'envoie des fions, comme on dit à Saint-Étienne, que je t'envoie des fions, que je t'envoie des fions. Au bout d'un moment, Régis, il en a marre. Il se lève, quitte son coin, il va les voir. Et il leur fait la leçon. Et une leçon chrétienne en disant, on n'a pas les termes exacts, mais c'est pas correct, c'est pas poli, c'est pas gentil, c'est pas chrétien ce qu'ils sont en train de faire. Et les jeunes gens sont tellement bouleversés, ils lui laissent la place, ils descendent en bas dans l'auberge et ils disent au restaurant, c'est nous qu'on paye son repas, hein, demandez-nous rien. Ouais. Vous ne le saviez pas, c'est dans les témoignages, ça n'entre rien. Toute l'enquête a commencé en 1676. Elle a commencé 36 ans après sa mort. Vous savez, à l'époque, c'était long pour être 100, hein, pas comme aujourd'hui. 36 ans après sa mort, en 1702, on enquête encore, c'est pas fini. Louis de Romezan, en 1702. Vous vous rendez compte? Donc là, on a enregistré. Et puis alors, ce qui est bien, c'est qu'il a eu un élève qui s'appelait Labroux, qui, dès la mort de Régis, en dehors de toute enquête canonique, a commencé à recueillir des témoignages. Alors, des choses très, très intéressantes. Et toutes ces minutes du procès, on les a. Ils sont à Grenoble actuellement. Parce que c'est curieux, mais c'est comme ça. C'est l'archevêque de Vienne qui a lancé le procès de canonisation. Parce que, je vous ai dit, 1676, oui, la Louvet était dans le diocèse de Vienne. Vous vous rendez compte, les diocèses, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'était dans le diocèse de Vienne. Pourquoi vous avez un jeune avec vous? C'est parce que c'était la règle de ça. C'est jamais parfait. Et puis les jeunes, ça le formait. Les formateurs. Bon. Eh ben, je crois qu'il y a des choses qui ont été approchées. Je vais vous inviter à vous substanter après l'esprit. Merci. Merci. Bravo. C'est moi qui l'ai dit.